Bonjour à tous. Oh là, ça réveille. Hein. Eh bien, meilleurs vœux et bonjour à toutes les personnes que je n'ai passées à la main, je n'ai pas pu saluer en personne. Je suis content de voir qu'il y a quand même pas mal de monde pour ce début d'année. Ça fait plaisir. On va débuter la séance, donc comme d'habitude par des actualités, et puis ensuite je passerai à la main à notre conférencier, ici présent. Vous voyez d'ailleurs le bandeau OVNI Paris. Mais, donc les actualités, ça va être assez simple, que deux grandes parties, un peu d'ufologie, avec des revues, Lumière dans la nuit et Alien, et puis des choses qui sont passées en Angleterre, un aéroport et Rendlesham. Rendlesham, c'est une vieille affaire, mais il y a du nouveau. Je vais pas parler d'astronomie réellement, ni d'astronautique, je vais parler d'exploration du système solaire. Et je dis que c'est un nouvel âge d'or, je vais m'expliquer. Et puis je vais donner deux exemples dans l'actualité récente. Ensuite, comme d'habitude, des annonces. Donc, alors, voilà. Alors, lumière dans la nuit, je devrais l'avoir par là d'ailleurs. Et puis, c'est là. Donc je dirais, pour moi, c'est devenu la meilleure revue ufologique, de nouveau. Au début, c'est vrai que les débuts ont été assez... Je parle de la nouvelle version développée par Legno. Au début, c'était difficile, et puis ça s'est vraiment beaucoup amélioré, aussi bien dans la présentation, le graphisme, la première page, la présentation, et puis surtout le contenu. Il y a de bons numéros, de bons articles. Bon, il y en a un d'ailleurs qu'on ne va pas commenter parce que c'est d'Éric Jurker, donc c'est très proche du contenu de la conférence. Mais il y en a aussi... Ah, j'ai un petit peu de mal. Bon, il y en a de Claude Lavatte. C'est un article assez théorique. Il y a un article de Sider qui continue à travailler le problème du triangle des Bermudes. Je cherche désespérément. Voilà, la première page. Vous voyez aussi, il y a un article sur Pascagoula. Alors, Pascagoula, on va en parler en février. Jean Librero va nous faire un exposé sur cette affaire de Pascagoula. C'est la première abduction, c'est le premier enlèvement qui a vraiment fait beaucoup parler de lui. Aux États-Unis. Oui, c'est vrai, mais quand même, ça fait énormément parler de lui, Pascagoula. Alors, il y a un livre qui vient de sortir, qui vient d'être traduit, et donc voilà, ça fait un peu l'événement. Oui, Lumière dans la nuit s'améliore régulièrement. Moi, je suis abonné, je trouve que ça commence à devenir intéressant. J'ai dit qu'il était en phase avec OVNI Paris parce que c'est vrai qu'à la fois on a un article de Jurker et puis on a un article sur Pascagoula. C'est ce qu'on fait en ce moment. Alien, alors ça reste une très bonne revue pour moi, sauf que il y a quand même un problème, elle se diversifie. Autrefois, Alien parlait uniquement d'ufologie. Elle va changer de titre. Oui, elle est en train de changer, voilà. Et donc il y a de nombreux des sujets assez différents. L'actualité notamment, quand vous regardez à l'intérieur de cette revue, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui n'ont vraiment rien à voir, ni avec l'ufologie, ni quoi que ce soit, qui s'en approchent. Il y a des articles d'astronomie qui sont très bien faits, et ça reste une très bonne revue. Donc moi je la conseille l'achat de cette revue. S'il faut en acheter une autre que Lumière dans la nuit, vous pouvez acheter celle-là. Robert Roussel. Oui, Robert Roussel, qui est venu en conférence chez nous, là, et qui a un article dans cette revue. Alors, l'affaire des drones sur Gatwick. Alors, vous savez que l'aéroport de Gatwick, c'est le deuxième aéroport anglais, d'après ce que j'ai lu,
a été bloqué 2 jours de suite, enfin pas en permanence, mais au total sur une vingtaine d'heures. Il y a eu, alors suivant les sources, entre 50 000 et 350 000 personnes impactées. Et la raison, c'était que l'aéroport était survolé soi-disant par des drones et que ça mettait en péril la sécurité des voyageurs, des avions, etc. Et alors, il y a eu bien sûr enquêtes de police, il y a eu l'armée qui est intervenue. Il y a eu un grand nombre de témoignages, des gens ont dit avoir vu des drones, mais au final, on n'a aucune photo ou vidéo considérée comme vraiment authentique. On n'a jamais réussi à prendre un drone, à en abattre un. On n'a jamais réussi à prendre un responsable. Enfin, on en avait pris 2, mais on les a relâchés juste derrière. Enfin, juste derrière, une journée après, en déclarant qu'ils étaient complètement innocents. Donc au final, ce que j'ai marqué là, 0 drone, 0 photo et vidéo, et la police et l'armée dépités, oui, parce qu'au final, on a rouvert l'aéroport et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors tout ça nous fait penser aux affaires qui sont passées en France, pas sur des aéroports, mais sur des centrales nucléaires. On a eu exactement la même chose, rumeurs de drones ou de Drovny sur des centrales comme Golfech ou alors comme Fessenheim. Et au final, rien. Au plan officiel, j'entends. Alors, qu'est-ce que peuvent... Ces drones, qu'est-ce que ça pouvait être? Bon, bien sûr, on pense à des ovnis, mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin dans cette hypothèse. Alors, il y a des conspirations qui sont pas idiotes. Le groupe Vinci a pris 50,01% de l'aéroport de Gatwick à l'instant, enfin je veux dire à l'instant, au 1er janvier. Ils étaient en négociation pendant ces opérations-là. Il y a un... Mais c'était quand même la 2e fois que ça arrivait en 3 ans, je crois. J'étais pas au courant de la fois précédente. Ok. Alors qu'est-ce que disent les gens? Ils disent, soit c'est pour dévaluer le cours de l'aéroport, mettre un peu le souk, j'y crois pas, enfin c'est ce qui a été écrit. Une autre hypothèse, ça serait que ce serait des employés qui racontent des histoires pour saboter le deal parce qu'ils ont peur d'être repris par un groupe et donc en partie licenciés, etc. Comme ça se passe toujours quand il y a des reprises. Il y a aussi une dernière conspiration, c'est l'État anglais qui chercherait à bannir les drones. Il profiterait de l'opération pour pouvoir interdire les drones. Mais pour l'instant, il n'a pris aucune décision, donc cette hypothèse, elle tombe à l'eau aussi. Bon. Donc voilà. C'est encore une affaire qui tourne, je dirais, un peu vulgairement en eau de boudin. Ça fait penser à une affaire ufologique, mais on ne peut pas aller plus loin. Alors, Rendlesham. Alors, c'est une affaire extrêmement célèbre en Angleterre. Je dirais que les Anglais disent souvent que c'est leur Roswell à eux. Ça fait partie vraiment des incidents très importants. Et là, dernier développement, on prétend que ce serait une blague. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rendlesham pour les gens qui n'ont pas entendu parler? Ça se passait à Noël. C'était, je pense, en 80. Je ne suis plus tout à fait sûr. C'est ça? Oui. En 80, parce qu'il y a un spécialiste ici. Donc, à Noël, des soldats ont vu des lueurs dans une forêt qui est juste, la forêt de Rendlesham, qui est juste à côté de bases militaires importantes, dont une base nucléaire qui s'appelle Bentwaters. Et il y a une autre qui s'appelle Woodbridge aussi à côté. Donc c'était des bases très importantes parce qu'à l'époque de la guerre froide, ça permettait éventuellement d'aller attaquer les fameuses troupes soviétiques qui allaient déferler sur l'ouest. On les attaquait avec des bombes atomiques à partir de là. Donc c'était une affaire sérieuse. Et donc, des soldats ont vu des... Enfin, je ne sais plus si c'était réellement des soldats, en tout cas des gens de l'armée américaine, ont vu des lueurs étranges et même, paraît-il, un objet dans la forêt de Rendlesham. Ensuite, le lendemain, le colonel de la base a été faire un tour. Il a aussi observé des choses, non seulement des traces et des lueurs, et notamment des lueurs dans le ciel. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et là, récemment, un auteur qui s'appelle Clark, anglais, déclare que c'est une blague des services secrets britanniques contre leurs alliés américains. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces bases stratégiques, elles sont sans arrêt, on teste sans arrêt de sécurité, c'est-à-dire qu'on envoie des officiers, on envoie des gens essayer de pénétrer dans la base et par des différentes façons, par les airs, par n'importe comment, par au bluff,
Et quand ça marche, bien sûr, les gens qui se sont fait avoir se font sévèrement punir parce que c'est pour leur apprendre à être de bons soldats, à ne pas se laisser avoir comme ça. Là, les Anglais avaient parachuté de nuit un groupe, un commando pour essayer de prendre par surprise une partie de la base américaine, puisque cette base est bien sûr en Angleterre, sur leur territoire. Malheureusement pour eux, les Américains avaient amélioré leur radar, ils se sont fait prendre. Ils sont tombés sur un officier américain coriace qui les a interrogés très durement. Paraît-il qu'il les a fait tabasser pour les interroger. Et c'est seulement au bout de 18 heures qu'ils ont été libérés. Alors, les gens des services secrets n'ont pas porté plainte, c'est pas leur genre, mais ils auraient décidé de se venger et de monter toute cette affaire de Rendlesham. Pourquoi? Parce que l'Américain disait qu'il les traitait d'aliens, les Anglais. D'accord? C'est dans le jargon américain, ça veut dire étranger alien, ça ne veut pas dire spécialement petit homme vert. Et les Anglais ont dit, ah bon, vous nous traitez d'aliens, bon, vous allez voir, des aliens, vous allez en avoir. C'est l'idée. En réalité, il n'y a aucune preuve, hein, absolument zéro preuve, c'est que des sources de deuxième degré. Il y en a eu déjà des histoires comme ça, il y avait déjà un officier américain qui avait prétendu que c'était sa voiture de patrouille, qui avait fait une blague avec sa voiture de patrouille, avec les clignotants et puis des lumières qu'il avait montées. Donc voilà, mais je pense que c'est quand même important de le signaler parce que c'est quand même une affaire de premier plan, Rendlesham. Ah, on va passer sur l'exploration du système solaire. Alors, comme j'ai dit, ce serait un nouvel âge d'or parce que, vous savez, au début, on est parti en trombe dans les années 60-70. Il y a eu les sondes Viking pour Mars, il y a eu les sondes Voyager qui ont découvert les premières photos de Jupiter, de Saturne et des planètes géantes. Il y a eu vraiment une période vraiment sensationnelle avec des photos, donc on a tous vu ces genres de photos. Là, ça repart un peu en ce moment. Il y a une sonde vers le Soleil, la sonde Parker. Il y a une sonde qui va vers Mercure, c'est la sonde Bepi-Colombo des Européens et des Japonais. Ils travaillent ensemble. Ça se fait de plus en plus, ce genre de collaboration. Il y a une sonde japonaise autour de Vénus, qui a eu bien des difficultés, mais qui arrive quand même à travailler. La Terre, il paraît qu'il y a plein d'ovnis qui tournent autour de la Terre, mais moi, j'y crois pas, ces histoires. Hein. Mais la Lune, qui fait partie du système Terre-Lune, donc, elle, là, je vais le développer un peu plus longuement, elle a vu l'arrivée d'une nouvelle sonde chinoise, et cette fois-ci, sur la face cachée de la Lune. Donc c'est relativement important, surtout dans le contexte du développement de la Chine. Mars, il y a InSight, et puis il y a 5 autres sondes. Hein. Il y en a 3, je crois, en orbite, et il y en a 5 au total. 3 en orbite et 2 au sol. Il y a Curiosity, et puis il y a InSight au sol. Jupiter, il y a la sonde Junon. Je vais juste vous montrer des photos, parce qu'elles sont vraiment très belles. Saturne, Uranus, Neptune, il n'y a rien pour l'instant. Enfin, Saturne, il y avait la sonde Cassini, mais on vient de l'arrêter en 2018. Cérès, il y avait aussi une sonde qui a été arrêtée aussi en 2018, qui a fait vraiment qui a fait des résultats extraordinaires. Et puis les 2 astéroïdes que j'ai marqués, Ryugu et Bennu, eux aussi, sur Ryugu, il y a une sonde japonaise, et sur Bennu, en orbite, vient juste de se mettre en orbite, une sonde américaine. Et puis plus loin, là, vers l'extérieur du système solaire, vient d'arriver New Horizons, qui était déjà passé par Pluton, et qui a fait des nouvelles découvertes. Donc, je vais développer 2-3 points. Alors, la sonde Chang'e 4, là, je la prononciation, je ne garantis pas. Ça veut dire, c'est une princesse, Chang'e, en Chine, qui s'était sauvée sur la Lune, avec un lapin de jade. Et donc, le robot qui est débarqué de la sonde, c'est le fameux lapin de jade. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette sonde, déjà, c'est la 2e fois que les Chinois posent une sonde sur la Lune, ce qui est déjà pas facile, et surtout, ils l'ont posée sur la face cachée de la Lune, c'est-à-dire, normalement, sans aucune communication radio. Alors, ça, c'est difficile. Ils ont fait... Comment ils ont fait? Ils ont d'abord mis un satellite. Alors, je vais prendre ça. Vous voyez ici cette ellipse-là. C'est ce qu'on appelle une orbite en halo. Alors là, vous avez la Terre. Ah, zut, tant pour moi. Bon, la Terre. Vous avez
la Lune, et vous avez l'orbite en halo. Donc de l'orbite en halo, on voit à la fois la face cachée de la Lune et la Terre. Donc à partir de là, c'est le satellite qui est dans l'orbite en halo qui est ici, hein, qui s'appelle Pont de la Pie. Bon, c'est assez curieux les noms chinois, mais ça vient de l'orbitologie. Donc permet à la fois de communiquer avec les engins au sol et avec la Terre. C'est comme ça qu'ils ont réussi à le poser et maintenant à communiquer et avoir des résultats. Bon, c'est très difficile et c'est une grande réussite. Voici le petit YouTube, le fameux lapin de jade, qui vient de descendre de la sonde et qui avance. Il y a une photo un peu plus où il avançait un peu plus, mais bon, c'est pas la peine de la mettre. Oui, bon là le texte est illisible, donc je vais dire simplement une chose importante, c'est que ça risque de relancer la conquête spatiale, tout ça, et vous savez qu'il y a une grande rivalité entre la Chine et les États-Unis pour la première place dans le monde, dans tous les domaines, et ça, les Américains, ils prennent très mal les succès chinois, parce qu'ils ont un peu l'impression que la Lune, c'est à eux depuis Apollo, et donc ces succès chinois les énervent au plus haut point, et je pense que ça va beaucoup bouger. Alors mais les Chinois ont un programme progressif. Eux, ils disent, de toute façon, nous, on n'a pas les premiers, on est les deuxièmes, donc on avance tranquillement, on fait les choses pas à pas. Mais bientôt, il y aura des hommes, enfin bientôt, dans quelques années, il y aura des Chinois sur la Lune, comme il y a eu des Américains. Tout est planifié, ils construisent les fusées, ils construisent les modules, et ils avancent progressivement. Et ça fait partie de ce que je vous ai montré avant, ça fait partie de leur méthode pour avancer. Oui, juste pour dire que une sonde américaine qui s'appelle Osiris-Rex s'est mise en orbite autour de l'astéroïde. Un astéroïde où on a détecté de l'eau. Et cette sonde va se poser, va ramener des échantillons, va les ramener vers la Terre. Ce qui est aussi assez remarquable, c'est qu'ils ont réussi à mettre la sonde en orbite autour de ce tout petit machin qui fait qu'1 kilomètre. Et c'est extrêmement dur parce que la gravité est très faible. Et la moindre erreur et l'engin part très loin. J'ai montré des photos sur Jupiter. Alors ça, c'est la photo classique de Jupiter que pratiquement je pense tout le monde a vu. La petite tache noire, là, c'est l'ombre apportée par un satellite galiléen de Jupiter. Et sinon, vous voyez, ces bandes, les couleurs sont à peu près celles qu'on pourrait voir dans une lunette. Mais il y a une sonde maintenant qui, au lieu d'être dans le plan équatorial de Jupiter, a une orbite polaire, qui passe au-dessus des deux pôles. Elle s'appelle Junon. Et voilà ce qu'il arrive. Alors, vous voyez comme le pôle est complètement différent et très coloré. Une autre photo. Là, ça commence à devenir de l'art abstrait. Et une encore plus sensationnelle, je trouve. Hein, ça veut, les gens que j'embête, non, ça va. Voilà. Donc c'était juste pour le look, pour le fun que je montre ça, parce que c'est des photos qui ont été prises en 2018, mais c'est pas vraiment d'actualité. Ça me fait penser à ça. C'est beau aussi. Et là vous voyez, alors excusez-moi, je maîtrise pas encore l'engin, mais ça y est. Ah, si, ok. Le dauphin. Ouais. Des fois on voit des choses dans les nuages, mais là aussi on voit un dauphin. Maintenant je vais parler de New Horizon. Alors c'est une sonde qui est partie en 2006 et qui continue à travailler en 2019. Ça, vous voyez, c'est souvent l'astronautique et l'exploration du système solaire, c'est très très long. Parce que les distances sont immenses et les vaisseaux vont aller pas plus vite qu'ils peuvent. C'est des fusées chimiques, on est limité. On est limité dans la science-fiction, on passe d'une galaxie à l'autre, mais nous, en ce moment, on avance tout doucement. Alors, ouais, je ne vais pas trop détailler. Le cercle jaune, c'est Pluton, qui est en biais par rapport au reste du système solaire. Le dernier cercle blanc, juste avant les petits mouchetis blancs, là, c'est l'orbite de Neptune, et la ligne rouge, c'est la trajectoire de la sonde. Et puis j'ai marqué en grand, c'est pas moi qui l'ai fait, enfin j'ai repris ça, Kuiperbelt, c'est
une ceinture d'astéroïdes plus tellement hypothétique, on est maintenant à peu près sûr qu'elle existe, où on a trouvé un grand nombre déjà de gros astéroïdes et il doit y en avoir plein de petits. Cette sonde, elle est d'abord passée par Pluton. Je vais vous rappeler rapidement ce qu'elle a découvert, ce qui est assez extraordinaire. Et puis récemment, le 1er janvier, elle est arrivée devant un petit astéroïde qu'on a appelé Ultima Thule. Ultima Thule, c'était le nom que les anciens Romains donnaient aux terres du Nord, la Norvège, l'Islande, enfin, ils ne savaient pas trop, parce qu'ils vivaient dans la Méditerranée. Alors ce qui se passait au Nord, ils ne savaient pas, mais il y avait une légende qui disait qu'il y avait un territoire qui s'appelait Ultima Thule, le dernier territoire au Nord, et on a donné ce nom-là à ce petit corps qui s'appelle aussi Mu 69. Quand la sonde est partie, enfin un peu avant, Pluton, on connaissait que ça. Hein. On connaissait un point et à côté un petit point, un satellite connu. Ensuite, quand on a lancé la sonde, on a essayé d'en savoir plus, alors on a utilisé le satellite Hubble, je crois que nous avons tous entendu parler de ce satellite en orbite, satellite c'est un télescope en fait, en orbite. Et on a commencé à trouver quelques satellites, mais pareil, on n'avait toujours que des points. Et ensuite, quand la sonde est passée devant Pluton, voilà ce qu'on a trouvé. Donc c'est vraiment une révolution totale. Ce qui était existé sur 2 points est devenu un véritable monde. Alors, en plus, il y a des petits satellites autour. Il y a à côté... Oui, je veux... Oui. Excuse-moi, mais on a du mal à voir. Désolé, allez, je reviens en arrière. Donc, vous voyez cette zone-là, c'est une relativement plate. Et là, ce que je vais vous montrer, la diapo suivante, c'est en fait à la limite entre cette zone plate et une zone de montagne. Pour donner simplement juste un exemple des très belles photos détaillées, il y en a des centaines évidemment. Voilà, vous voyez le détail qu'on a maintenant sur ce corps. Et ça, c'est le satellite qui est très gros. Hein. Le satellite Charon, il fait à peu près la moitié de la taille de la planète. En réalité, il est tellement gros que c'est pas tellement le satellite qui tourne autour de la planète, c'est les deux qui tournent l'un autour de l'autre. Alors, quand New Horizons est arrivé près de Pluton, les ingénieurs se sont rendus compte qu'ils avaient une sonde qui était en parfait état, plein de carburant, plein d'énergie. Ils se sont dit, on va quand même pas la jeter après avoir la laissé passer au large de Pluton, parce qu'elle ne s'est pas mise en orbite autour de Pluton, elle n'avait pas assez de carburant, elle a fait que passer. Ils se sont dit, on ne va pas la jeter, on ne va pas l'abandonner, on va voir si on va trouver une autre cible. Et effectivement, ils en ont trouvé une, c'est les petits cercles, c'est la ligne de petits cercles là que vous avez au milieu de la photographie. Les 2 taches, c'est des étoiles, c'est surexposé. Et donc, ils ont trouvé, dès avant le survol de Pluton, un an avant, ils ont trouvé une nouvelle cible. Et c'est assez étonnant, c'est que la sonde New Horizons a été ensuite, s'est dirigée, avec ses moteurs pour corriger sa trajectoire, s'est dirigée vers un objet qui n'était pas inconnu au moment de son départ. Je trouve ça un peu étonnant. Bon, alors là, la première photo, alors cette première photo, elle a été faite le 16 août, c'est-à-dire il n'y a pas tellement longtemps. Là, on voit strictement rien, hein. On voit juste un point à droite, là. Mais, et encore, donc le passage a été le 1er janvier. Vous voyez que le 30 décembre, on voyait toujours pas grand-chose. Puisque le corps est assez petit. Et finalement, ça c'est à gauche, c'est la première photo à peu près détaillée qui a été faite, qui a été transmise, je crois, le soir du 1er janvier. Oui, je crois que c'est ça. Et puis donc c'est le schéma. Et puis si on avance encore, voilà à quoi ressemble cet astéroïde. Vous voyez, ces 2 corps qui sont, en fait, c'est un binôme. C'est un astéroïde double, en fait, qui se sont collés, 2 morceaux qui se sont collés probablement. Et la photo du milieu, c'est noir et blanc, et la vraie couleur, c'est soit à gauche, soit à droite. À gauche, c'est la vraie photo, et à droite, c'est la colorisation. Et voilà la dernière photo qui est sortie, quoi. Alors, on n'en aura pas d'autres avant quelques jours, parce qu'il y a une sorte d'occultation de la sonde par le Soleil. Enfin, la Terre et la sonde sont de part et d'autre du Soleil, donc le Soleil
bloque les communications radio pendant quelques jours. Je pourrais en dire plein de choses là-dessus, notamment ce qui était intéressant, c'est que cette forme avait été devinée en observant l'éclipse d'une étoile par ce petit corps. Et les savants américains avaient réparti des gens, notamment au Sénégal, en Colombie, la Colombie espagnole, enfin la Colombie d'Amérique du Sud, et chacun avait observé la forme de l'occultation, de l'éclipse, et à partir de là, ils avaient reconstitué la forme et ils ne s'étaient pas trompés. C'était pratiquement ça. Oui, ça c'est un schéma qui explique la formation. Bon, les morceaux se rassemblent et finalement se collent. C'est pas très intéressant. Ce qui est amusant, c'est que il y a un astrophysicien qui est assez connu parce qu'il avait abandonné provisoirement l'astrophysique pour se lancer dans la musique. C'est le guitariste de Queen, Brian May, qui a fait un morceau de musique et spécialement pour l'arrivée de New Horizons. Je l'ai mis dans Facebook, j'ai mis un lien dans Facebook si vous voulez écouter la musique et voir la vidéo. Ça dure 5 minutes, hein, c'est pas long. Ah, on arrive aux annonces. Donc, comme d'habitude, nous disposons d'une librairie. Il y a des livres qui sont en vente. Hein, c'est le SO qui organise ça, avec monsieur Gilles Durand, ici présent. Nos amis des repas ufologiques vont recevoir Lionel Camille. Je crois que c'est le 19. Oui, le 19. Donc il va nous parler des disparitions qui sont liées aux ovnis. Donc ça va un peu plus loin que les abductions. C'est carrément des gens qui ne réapparaissent pas. Ça fait peur. En février, notre ami Jean-Livre Hérault va nous parler de l'enlèvement de Pascagoula. Donc ça c'est ici, hein, dans cette salle, et c'est OVNI Paris. Et maintenant, Éric Jotier, ici présent.